Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le 51e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique de la semaine et pour pouvoir parler de ce qui s'est passé dans les rares compétitions restantes. Je serai accompagné d'Alexis. Bonsoir. Jeff. Bonsoir à tout le monde. Camille. Bonsoir tout le monde. Et Grégory arrive dans quelques minutes. Donc au menu du moins de ce soir, ce qui s'est passé en C4, même si on a quand même fait un live à ce niveau-là, disponible sur toutes les plateformes de streaming d'ailleurs. Ce qui s'est passé aussi en Ligue des Champions, en barrage Ligue 2, Ligue 1 également. L'arrivée, là enfin du moins ça a été teasé, on le savait, mais bon maintenant c'est officiel. L'arrivée de la superstar française Kylian Mbappé au Real de Madrid pour un contrat de 5 ans jusqu'en 2029 aussi également. La liste des Bleus aussi, enfin la liste je dirais pré-provisoire des Bleus pour les JO. Puis je dis pré-provisoire parce que déjà encore faut-il que les clubs acceptent pour certains, en sachant qu'on a déjà des prises de position de certains clubs qui sont très réticents à libérer certains, d'autres qui seront dans des compétitions internationales, enfin des compétitions continentales, je pense à Barcola et Zahir Emery. Donc on est vraiment dans une liste pré-provisoire et de toute manière il y a jusqu'au mois de juillet pour pouvoir modifier cela. Mais en premier lieu, la finale d'Europa Conference League entre l'Olympiakos et la Fiorentina. Jeff, je commence par toi puisque tu n'étais pas là lors du live du moins, et donc forcément l'avis d'Alexis et Camille on le demandera, mais on a eu un peu leur avis durant le live. Donc toi, si tu as regardé le match, qu'est-ce que tu en as pensé? Malheureusement non, je l'ai pas vu, mais si je dis pas de bêtises, l'Olympiakos. L'Olympiakos, merci, j'ai bugué. L'Olympiakos qui s'est imposé, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. J'ai été plutôt surpris. J'ai été vraiment surpris quand j'avais vu ça. Face à la Fio, j'aurais beaucoup plus vu la Fio, ça c'est peut-être le côté italien qui oblige, mais j'aurais beaucoup plus vu la Fio s'imposer plus facilement. Les Grecs ont gagné, ça a été une belle surprise, et c'est bien que ce soit des surprises dans les compétitions, que ce soit pas toujours entre guillemets le favori qui l'emporte. N'ayant pas vu le match, je ne pourrais pas disséquer malheureusement, mais voilà, je suis quand même content pour l'Olympiakos, je suis content pour les Grecs. Désolé pour les supporters de la Fio et pour les Italiens en général, ça aurait fait un point de plus, une bonne note de plus pour les clubs italiens. Mais bon, le meilleur a sûrement gagné. Ouais, le meilleur, disons le plus réaliste à gagner, ouais, effectivement, c'est vrai. Après, pour donner rapidement mon avis, en fait, après avoir réfléchi, pas très longtemps parce que j'avais quand même le match en tête, en réalité, dans l'ensemble du match, on s'est emmerdé. Non, finalement, j'étais quand même assez, je trouve, optimiste quand je disais que la deuxième mi-temps, elle était de moins bonne facture. Non, en fait, on s'est fait chier en deuxième mi-temps. En prolongation, c'était un peu mieux du côté de l'Olympiakos qui a quand même un peu plus montré, notamment la frappe de Jovetic, etc. Et après, en fin de match, sur une incursion, ils ont réussi à le faire. Mais en réalité, ouais, c'était dur à voir. Dur à voir parce que c'était même pas un combat tactique où on peut se dire ah mince, finalement, on aurait pu c'est une bataille tactique, c'est très compliqué, des blocs compacts, etc. En fait, c'était vraiment deux équipes qui avaient peur de prendre un but.
au final. C'est vraiment... Oui, clairement. Tu vois, ces deux équipes avaient peur de prendre un but. Et du coup, il n'y avait pas tant de... C'était pas un match très, très, très rythmé, quoi. Tu vois. Après, l'Olympiakos l'a fait, comme par hasard. Surtout en début du match, je trouve. Ouais. En deuxième période, ça allait. En deuxième période, c'était catastrophique. En première, ça allait. On avait eu un relativement bon match. Ouais. Mais après, ça c'est vraiment beaucoup plus éteint, on va dire. C'est ça. Et c'est... Enfin, pour le coup, là, en plus, le buteur El Kaabi marque. Tout le match, il a été superbement bien muselé. C'est ça le pire, ça a été un fantôme sur tout le match. Et il a eu une demi-occasion, boum, ça fait but. Enfin, voilà. Après, tu vois, ça, c'est typique, voilà, de ce qu'on attend d'un joueur décisif, d'un buteur. C'était ça. C'était de toute façon en Europa Conférence. Je dirais en compétition européenne. Parce qu'en Europa League, il a été aussi bon, mine de rien. Faut pas l'oublier. Mais bon, après, l'Olympiakos n'est pas allé très loin. C'est pour ça qu'ils ont été reversés en Europa Conference League. Mais durant la compétition, voilà, ça a été sa compétition. Il a été là quand il fallait. Et au final, c'est complètement mérité pour lui. C'est à l'image de sa compétition. Après, la Fio, on le disait, hein, toi, Camille, on le disait, toi et moi. Certains changements très étranges de la part de la Fiorentina, notamment Beltran, il rentre très très tard dans le match. Enfin, oui, il rentre très tard parce que le coach le fait rentrer très tard. Pas lui-même qui prend du temps à rentrer dans le match. Donc, franchement, c'est dommage. C'est dommage pour la Fiorentina. De toute façon, ils auront encore une chance. Ils sont qualifiés pour l'Europa Conference League encore l'année prochaine. Mais c'est bien pour l'Olympiakos, très bien pour le football grec. On peut même pas dire que c'est pas mérité parce qu'au final elle a eu une occasion pour tuer, elle a tué, donc voilà, c'est ça une finale, faut pas la jouer, faut la gagner, ils l'ont gagné, très bien pour eux. C'est ça. Donc voilà. Et c'est beau, par contre c'est vrai que c'est beau quand même pour le coach de l'Olympiakos faire ce doublé Europa Conference League successivement, ça c'est très beau, c'est vrai. Et reste à savoir ce qu'ils vont faire aussi l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un bon parcours en Europa League et faire comme l'AS Roma qui a gagné la Conference League et qui derrière fait 2 très très belles saisons en Europa League. À voir. Mais bon, c'est bien pour le football grec qu'ils le font. C'est très bien pour eux. Et c'est très bien pour le football tout court, parce que, comme je l'avais dit dans le podcast, c'est un petit peu pour ça que cette conférence League a été créée, pour avoir un peu plus de diversité, pour avoir autre chose que Séville, Fiorentina, les clubs anglais qui n'arrivent pas à intégrer le top 4 d'une saison à l'autre, ce genre d'équipe, quoi. C'est vrai. Donc, oui. Est-ce que j'aurais aimé que la Fio gagne? J'aurais rien eu contre, ça aurait été bon pour la Serie A. Et je n'ai rien de particulier contre la Fiorentina, même si les tifosi de la Viola ont quelque chose contre la Juventus. Mais voilà, quoi, ça a été profitable au football en général, au football grec en particulier, et évidemment à l'Olympiakos. Mais je pense que l'un comme l'autre, ça aurait été bénéfique pour le football. Ouais. Excuse-moi de te couper, Camille, mais je reviens sur un truc que tu viens de dire. Qui n'a rien contre la Juventus, en fait? Les tifosi de la Juventus, en soi. Et encore. Mais c'est bien les seuls, parce que tu dis, ouais, les supporters de l'Olympiakos ont quelque chose contre la Juve. Non, Viola. De la Fio, pas de l'Olympiakos. De la Fio, oui, pardon, ont quelque chose contre la Juve. Le problème, c'est que tout le monde a quelque chose contre la Juve, en fait. Tout le championnat est contre vous. Oui, enfin, c'est surtout que la Fio n'ont jamais digéré le départ de Baggio à l'époque. Moi aussi. Donc c'est ça, et puis bon, Ou de Vlahovic, même. Ou de Vlahovic, ou de Kila, ou de n'importe quel bon joueur passé par la Viola et arrivé à la Juve après. Est-ce que j'irai jusqu'à dire que c'est des rageux?
Bah oui, parce Joker. que bon, c'est rigolo de dire. Comme disait un certain entraîneur, if I speak, I'm in big trouble. Tu rages contre un club, mais derrière tu leur vends tes meilleurs joueurs. C'est drôle. C'est drôle. Ça. Bon, après, Ça marche pas ton histoire. je peux pas dire plus. Mais ouais, c'est vrai que ça va être intéressant de voir aussi ce que ça va donner l'année prochaine en Europa Conference League. Ça pourrait être aussi intéressant, donc à suivre, à suivre. Dommage, il n'y aura pas la moitié des clubs italiens en... juste 7. Non, la Fio a terminé 7e ou 8e? Oui, 8, non. Attends, 7. C'est 5, je crois. Attends, la Fio a terminé quelle position? Il me semble que la Fio a fini 7e. C'est ça, exact, ouais. Non, 8e. Ouais, du coup, il y a... Ouais, 8e. Ouais, mais du coup, ouais, 8e, il finit quand même... À partir du moment où tu sais que Heidenheim va jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, ouais. Avec tout le respect que j'ai pour le promu allemand, mais bon... Ils ont pas mal joué à certains moments, faut dire ce qui est, faut leur laisser ce qui est. Ouais, ça risque d'être intéressant de suivre les Coupes d'Europe la saison prochaine. Entre Brest, Gironde, Heidenheim, ça va être Beaucoup d'outsiders. folklorique. Bah après Brest, le problème de Brest, c'est que ça risque de leur prendre beaucoup d'énergie, malheureusement. S'ils étoffent pas leur effectif. Ben, tu crois que ça posera pas de problème à Gironde ou à Heidenheim? Tu crois que c'est vraiment des clubs qui sont taillés pour jouer, ne serait-ce que la Conference League? Autant Heidenheim, non. Gironde a l'argent, par contre. Après, non. Gironde a l'argent, mais ont-ils l'effectif? Voilà, oui, l'effectif, c'est vrai, ils ne l'ont pas. Bah, après, potentiellement, ils peuvent l'avoir. Mais et Gironde, ils seront en Ligue des Champions, ils ne seront pas en Conference League comme les Allemands. C'est ça, exactement. Après, je pense, ouais, ils vont avoir un peu plus de... Ils vont avoir un effectif un peu plus, du moins, étoffé. Mais bon, rien que le fait qu'ils jouent la Ligue des Champions, c'est très bien pour le City Group, quoi. Enfin, de toute façon, le but, c'est que le City Group, que le City soit là. Après, voilà, si les autres clubs font des saisons, de meilleures saisons, c'est encore mieux. Mais bon... Ça, on sait très bien que les autres clubs ne sont pas la priorité chez eux. Mais oui, c'est vrai que ça sera intéressant de voir ce que ça va donner. Il y a aussi Aston Villa, ça fait un bon bout de temps qu'ils l'ont pas joué également, la Ligue des Champions. Mais ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal de la suivre. Bon, le problème, c'est qu'il y a je crois que c'est juste le système. Après, les deux méga groupes et après le terme de ranking pour savoir qui va affronter qui. Ça, par contre, c'est très bizarre, mais bon. À voir, faut bien donner une première chance. Donc bon, à voir ce que cela va donner. Mais en parlant de Ligue des Champions, pour le coup, qu'avez-vous pensé de la finale de Ligue des Champions? Content pour la finalité et de voir un de mes joueurs préférés, Toni Kroos, terminé sur une note positive, mais autrement, je n'en ai pas passé grand-chose. Est-ce le supporter de Schalke ou Camille qui parle, ou Camille la personne qui doit être neutre qui parle? Je trouve que de ce que j'ai vu, j'ai pas vu tout le match, mais de ce que j'ai vu, Dortmund s'est bien défendu sur la première période, a fait même apparemment jeu égal avec le Real, mais comme on le sait tous, et comme on vient de le dire juste avant, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et à ce niveau-là, le Real Madrid, ils sont beaucoup plus forts que tous les autres. Donc, bravo au BVB d'être venu jusqu'en finale, quand même, faut dire ce qui est. Oui. Et là, je le dis en tant que supporter de Schalke.
Aussi, accessoirement. Mais voilà quoi, ils n'ont pas eu le truc qui a fait qu'ils ont réussi à faire basculer de finaliste à gagnant. Et ça, c'est ce que le Real Madrid sait faire. Et eux, ils savent le faire. Le Real Madrid, et ils le font. Année après année après année. Et bon, c'est bien, bravo à eux, quoi. C'est le Real, on les connaît tous. On sait ce qu'ils sont capables de faire, on sait ce qu'ils vont faire, et pourtant, ça passe quand même. Ça pour moi, c'est une des trucs vraiment le plus hallucinant du côté du Real. On sait qu'ils peuvent le faire. On se dit pas forcément qu'ils vont le faire, mais ils le font à chaque fois. Quand on regarde, ils ont plus de Champions League d'écart que le deuxième n'a de Champions League. Ouais. Ils ont 8 coupes d'Europe d'écart avec le deuxième qui en a 7. Donc, franchement, c'est fatigant, quoi, limite. Et pourtant, hein, le deuxième club en question, qu'est-ce qu'il est bon. Ah oui, c'est un club historique. Oui, Jeff, je viens bien de faire un compliment au Milan AC. Tu n'as pas mal entendu. Donc, je sais pas si Alexis ou Greg veulent en dire quelque chose de cette finale, parce qu'ils auront probablement plus à raconter que moi. Moi, oui, je veux bien. Je suis très surpris par la performance de Dortmund. Personnellement, je ne m'attendais pas du tout à les voir à faire jeu égal, voire même plus que ça avec le Real. Je pensais que le Real allait employer les termes qu'il faut, mais je pensais que le Real allait leur rentrer dedans dès le début du match. Et en fait, non, ils se sont fait avoir à leur propre jeu. Maintenant, comme tu l'as dit, comme ça a été dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et à partir du moment où tu commences à rater une, deux occasions, et des belles, hein, c'est pas des frappes de 30 mètres, c'est limite des 1 contre 1 ou des choses comme ça. À partir du moment où tu rates ce genre d'occasion, tu prends un coup sur la tête, t'en prends un deuxième, et puis au final, le Real, le Real a fait du Real au final. Ils ont fait ce qu'ils savaient très bien faire. Ils ont attendu, ils sont rentrés à 0-0 à la pause. Et puis il leur en a fallu une pour la mettre au fond, parce qu'ils disaient après dans les chiffres que c'était leur deuxième tir cadré, donc 2 tirs cadrés, 1 but. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis dommage pour le Borussia pour le coup, mais voilà, le premier but, le deuxième but, et puis c'est fini, quoi. Donc voilà. Je reste sur le truc. C'est vraiment, on en parlait le mercredi quand il y avait la finale de C4. Généralement, il y a des finales qui sont vraiment pas belles. Celle de mercredi était pas belle. Celle de samedi, j'ai vraiment trouvé que c'était une belle finale pour le coup. Mais voilà, bravo au Real, bravo au Borussia pour le coup d'avoir su tenir. Mais voilà, comme je disais, une finale, si tu rates une occasion, ailleurs tu peux en avoir d'autres derrière. Si tu en rates une deuxième puis une troisième, ça devient trop compliqué. Puis le Real a fait ce qu'il fallait pour s'imposer. Les gars, Nous sommes tout ouïes. comment allez-vous, messieurs? Très bien. Salut Greg. Ça va et toi? Salut. Ouais, salut. Moi, j'aurais qu'un seul mot à dire. Hein. À la Madrid.
Je dirais même en Le- trois mots, à la Madrid. Ah, moi, il est attaché, c'est pour ça. Bah, moi, pour le Real, honnêtement, pour la finale, pour moi, franchement, honnêtement, il n'y a pas de surprise avant le match. J'étais très confiant. Comme on l'a dit plusieurs fois, le Real, c'est l'équipe Ligue des Champions. Et pour moi, c'est une équipe qui est mûre et qui a l'expérience de la Ligue des Champions depuis tant d'années comme on les connaît. C'est vrai, elle est moins éblouissante qu'avant sur le jeu, mais je trouve qu'ils savent très bien entamer quand ils entament le match, ils savent très bien où ils vont, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire de l'adversaire. Et puis après, ils ont des joueurs décisifs comme Vinicius qui apporte énormément en attaque, qui déborde beaucoup et qui donne beaucoup de bonnes occasions au Real de passer devant. Et ils ont des piliers comme on a vu Carval qui est toujours là dans les moments décisifs. Après Dortmund, comme disait Alexis, ils ont très bien joué, ils ont joué leur jeu, ils ont joué leur finale. On peut pas leur reprocher de ne pas avoir joué, c'était une belle finale, mais pour moi la finale a été déjà pliée avant le match. Je voyais aucune chance moi pour Dortmund d'aller s'imposer contre le Real. Je pense je pense que le Real était quand même grandissime favori, c'est clair. Mais il reste toujours cette part de et si. Mais la part de Essi justement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un club qui justement les fait douter, qui arrive à les faire douter. Pour moi, en Ligue des Champions, toutes ces dernières années, honnêtement, à part City, une fois que City est tombé, je vois plus personne, quoi. C'est vrai. C'est ça, ouais. C'est vrai. Ben moi, sur les années précédentes, je pensais encore à Liverpool, quoi, quand Liverpool était au prime, quoi, en fin des années 2010. Ouais. Mais bon, on a bien vu ce que ça a fait. Dès qu'ils sont occupés de Salah, n'est-ce pas Ramos? Et après, ils avaient complètement dévoué, quoi. Ah, moi, honnêtement, C'est vrai que je quand veux dire, on- à part City, dernièrement, là, les dernières années, le Bayern, c'est plus trop ce que c'était. En équipe anglaise, honnêtement, oui, Liverpool, c'est vrai. Mais pour moi, voilà, les seuls qui auraient pu leur barrer la route, c'était City. Ligue des Champions, c'est pour eux, pour une équipe comme le Real, il y a Ligue des Champions et Liga, et Ligue des Champions, on sent que c'est un autre Real qui rentre en jeu. Moi, pour moi, c'est pas la même équipe qui rentre sur le terrain en Liga, quoi. Ouais. Et quand on sait qu'ils n'ont pas perdu de finale depuis 81, Ouais, Ah, c'est incroyable. face à Liverpool d'ailleurs. c'est ça. Depuis, il y a eu des finales contre la Juventus en 98, contre Valence en 2000, contre Leverkusen en 2002, contre l'Atlético x2 en 2014-2016, contre la Juventus en 2015 et 2017, contre Liverpool en 2018, contre Liverpool encore une fois en 2022 et cette année là, ce samedi, avant-hier, face au Borussia Dortmund, et à chaque fois, c'est gagné. Alors, parfois, c'est gagné en prolongation, comme les 2 fois contre l'Atlético, mais ça gagne. Ça ne sait pas perdre. Ça ne sait pas perdre en Ligue des Champions. Faudrait d'ailleurs que la Juve, on leur donne des cours d'ailleurs pour savoir comment perdre une finale de Ligue des Champions. On est très fort à ça. Ben après, quand tu regardes un peu plus près, bon après faut pas prendre pour argent comptant ce que je veux dire, hein, mais les 3 équipes qui ont battu le Real en finale de Ligue des Champions, si tu remarques bien, il y a toujours eu un problème pour ces équipes après.
Le Benfica a gagné contre le Real. Le Benfica a gagné une Ligue des Champions et après elle a eu un maléfice, elle n'arrive plus à gagner de finale. L'Inter, elle a gagné le Real. Je crois que c'était sa première ou deuxième Ligue des Champions. Elle a attendu 40 ans pour en regagner une. Liverpool a gagné contre le Real. Pour gagner la première ligue, ils ont dû attendre 30 ans, limite. Donc il se passe toujours quelque chose de bizarre. Après avoir battu le Real. Donc est-ce que battre le Real en finale de Ligue des Champions est quelque chose de positif en soi? Vaut mieux les laisser continuer. Hein. Peut-être, hein, tu vois. Donc. Mais moi je veux bien qu'on les batte une fois. Hein. Moi je veux bien qu'on les batte une fois de toute façon. Après, pendant 30 ans, on la gagne de toute façon au plus. Donc autant la gagner une fois. Comme ça ne changera pas des 30 ans où on la gagne pas. Et on aura au moins de nouveau gagné de nouveau une fois. C'est pas on faux. fera une fois de plus. C'est pas faux. Mais après, c'est vrai que, à part Manchester City, et encore City, quand City élimine le Real, c'est plus, enfin, Ancelotti se trompe vraiment sur la compo, notamment en mettant Rudiger sur le banc, enfin, qui était une erreur monumentale, et il a compris trop tard son erreur, et puis voilà, tu perds 4-0 contre City, tu peux pas rattraper 4-0, ce n'est pas possible. Donc, voilà, mais sinon, globalement, il y a Chelsea en 2021, mais le Chelsea de 2021, Kanté, il était dans un mode presque jamais vu, et après Chelsea, de toute façon, quand il gagne la Ligue des Champions, c'est toujours très bizarre, donc c'est pas quelque chose qui est explicable normalement. Donc voilà, mais c'est vrai que ouais, le Real, c'est assez compliqué, c'est très 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 compliqué. Après, Dortmund en soi, malheureusement, Dortmund a fait un très bon match. C'est ça le pire, c'est que Dortmund a fait un très bon match. Après, voilà, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Comme je disais en off, l'occasion d'Adeyemi et de Füllkrug, si c'est Vinicius, c'est Vinicius ou un autre joueur du Real, ça finit au fond. Malheureusement, ça finit au fond. Ça ne finit pas en je foire mon contrôle et je mets poteau. Après, c'est vrai que le poteau, malheureusement, c'est pas de sa faute. Il peut pas dire je vais tirer vers le poteau. Mais Vinicius, il a ces deux occasions-là, ça fait 2 buts. Malheureusement, ça ne fait pas 2 ratés. Il peut rater une fois, mais l'autre il la met. Et là où Dortmund devait sortir de la première mi-temps en ayant mis 2 buts, ben il y a eu 0-0. Et comme je te le disais, comme je te l'avais dit, quand je le disais à Alexis, toi qui a de manière, enfin, pour rigoler, qui a dit, ben j'enregistre. Quand j'ai vu le raté d'Adeyemi, je sais plus si c'est quand j'ai vu le raté d'Adeyemi ou j'ai vu le raté de Füllkrug, j'ai dit directement, le Real a gagné à 150%. J'ai même pas, en fait, pour le coup, ça a fait tilt dans ma tête, vraiment, même si je pensais que le Real allait gagner, restait à savoir comment. Mais quand j'ai vu les 2 ratés de Dortmund, là je me suis dit, c'est impossible qu'ils perdent le Real. C'est vraiment impossible qu'ils perdent. Parce que pour le coup, toute équipe normale aurait mené plus d'un but, là où ils auraient vraiment fait douter le Real. Et puis après, il aurait fallu une montée en régime beaucoup plus haute du Real pour pouvoir le faire. Mais ouais, à partir du moment où en première mi-temps, on sort de la première mi-temps, il y a que 0-0. Ouais, le match il est quasiment gagné pour le Real parce que Dortmund a laissé passer sa chance malheureusement. Et c'est quand même bizarre parce que Dortmund a dominé en fait, Dortmund pour moi a dominé le Real en première mi-temps. Mais c'est pas une domination c'est une domination dans laquelle je vois le Real comme une équipe. Ok, tiens, mets-moi des coups. Ah, t'arrives pas à marquer? Bon. Malheureusement, je vais devoir te punir. Voilà. Je vais devoir te montrer que je suis plus fort que toi. Que je vais gagner le titre. Il y a eu le corner, une erreur de Dortmund, boum, but de Carvajal. Le deuxième but, c'est beaucoup plus une erreur de Dortmund qui fait un cadeau, globalement. Cadeau. Puis après, récupération du Real. Bellingham, la passe à Vinicius. Vinicius tremble pas et il met son deuxième but. Après, le but qu'il a mis en finale en 2022. Voilà, quoi. Mais j'ai vu dans ce match-là le Real plus comme un grand frère et Dortmund le petit frère, quoi. Le petit frère qui se débat, qui a des moyens de mettre le grand dans les cordes, mais le grand frère reste toujours là, il garde le cap,
il sait qu'il va réussir à le punir tôt ou tard. Il attend juste le bon moment. Ce moment, il arrive. Et voilà. Ça fait 1, 2. Puis la boutique est fermée et au final, il gagne. Donc, Dortmund a fait quand même une très belle Ligue des Champions, faut le dire. Très beau parcours. Je les voyais pas éliminer l'Atlético, surtout après ce que l'Atlético avait fait à l'Inter. Contre le PSG, c'est vrai que le PSG était quand même favori, mais bon, que le PSG ne mette 0 but en 2 matchs, ça par contre, c'est vrai que ça m'a quand même étonné. La solidité défensive de Dortmund m'a quand même étonné. Là, ils perdent, je dirais pas logiquement, parce qu'en fait, c'est eux qui ont donné le bâton qui ont donné la possibilité au Real de les battre, quoi. Parce qu'en menant 2-0, c'est pas la même bouteille, encore une fois. C'est pas la même recette. Donc, ouais, après le Real, voilà. Le Real, c'est le Real. 15e Ligue des Champions. 6e sur les 11 dernières saisons. C'est prodigieux. C'est la Champions League. Comme disait Müller, c'est la Champions League, tout simplement. La plus grosse compétition au monde. Donc, tu dois step up. Assez quand même, je suis assez, je dirais, quel est le terme que je voudrais employer? Je suis assez curieux. Je suis assez curieux de voir comment le Real va intégrer Mbappé, dans le sens où quel rôle vont-ils lui donner? Parce que pour le coup, on sait globalement, sauf Mbappé qui bat le record de Platoche à l'Euro en mettant 10 ou 11 buts et gagnant l'Euro, que globalement le Ballon d'Or ira à Madrid. Vu sa finale, il y a plus de chances quand même que ça aille vers Vini. Là où Bellingham a quand même plus galéré et malheureusement ça jouera contre lui. Mais de toute façon, le Ballon d'Or, pour moi, ira à Madrid. Vu que les trois... oui, maintenant, oui, effectivement. Vu que les trois sont à Madrid, effectivement, là, la question ne se pose plus. Mais c'est vrai que... Que ça soit Kylian, que ça soit Bellingham, que ça soit Vinicius. Bon, c'est les trois, quand même, archi-favoris. C'est ça. À l'Euro. Après... Donc, je ne vois pas dans quel monde le Ballon d'Or ne va pas au Real. Au Real, c'est ça. Après, c'est vrai que si l'Allemagne fait un parcours et que Kroos... Moi, je pense que c'est possible, hein. Moi, je pense que si l'Allemagne, franchement, gagne à ce moment-là, il aura peut-être un Ballon d'Or d'honneur. Peut-être, tu vois, c'est ça qui... Mais il ne sera pas un Ballon d'Or. Ah, je sais pas, imagine-toi un Kroos qui marche sur la compétition, qui guide l'Allemagne en finale et qui gagne l'Euro. Moi, je pense que la question pourrait se poser, hein. Parce que en termes de... Je pense que ça peut se poser. Je pense. On appelait ça 2014. Parce qu'en 2014, il gagne la Ligue des Champions, il gagne le Mondial avec l'Allemagne. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas le souvenir que ce soit Toni Kroos qui gagne le Ballon d'Or. Mais je pense que le contexte maintenant est différent parce qu'on sait que les deux zigotos ne pourront plus jamais prétendre au Ballon d'Or et que pour le coup, forcément, ça ouvre des perspectives et un Toni Kroos qui finit sa carrière sur une victoire à l'Euro, tu vois, pour le coup, tu vois, la dernière image de lui, c'est il soulève l'Euro, tu vois, et je pense que ça peut jouer pour lui. Je dis pas qu'il sera favori, mais que, tu vois, se dire, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment on sait que c'est un génie, mais en fait, c'est vraiment un super génie, en fait. Et en plus, son dernier match de sa carrière, il a fait une Zidane. Bon, Zidane, c'est en Coupe du Monde. Mais bon, il peut pas jouer la Coupe du Monde, on est en Euro. Dernier match de sa carrière, c'est à l'Euro. Il gagne l'Euro. Il a le brassard de capitaine. Ah, les gars, en fait, c'est compliqué, hein. Je sais pas. Mais, ouais, le Ballon d'Or ira à Madrid. Mais c'est vrai que, oui, je me pose la question sur comment intégrer Mbappé, quel rôle lui donner.
est-ce qui sera véritablement le numéro 1 sur le front de l'attaque? Comment? Ouais, je sais. 09, moi, ça me paraît assez évident. Moi, perso, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à surpasser l'amour que les supporters ont pour Vinicius. Parce que Vinicius... Parce que vous avez vu la finale, on a vu Vinicius sauter dans les bras des supporters, c'est incroyable quand même. Mais après, il aime trop le Real. Hein. Franchement, Vinicius, c'est vraiment... Pour le coup, il aime tellement ce club, et il a pris une telle ampleur. Et c'est pas Vinicius qui va rentrer dans l'axe, hein. Ça sera Mbappé qui devra jouer dans l'axe la saison prochaine, qu'il le veuille ou non. Et à ne pas oublier, Mbappé, là on n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'il va avoir une concurrence avec le jeune prodige brésilien Henrique. Henrique, c'est vrai qu'Henrique aussi arrive cet été. Bon, je pense qu'en premier lieu... Attention, c'est une machine, hein. Je pense qu'il va faire un petit peu des bouts de match. C'est un petit peu la même situation entre les deux qu'entre Victor Roque et Lewandowski au Barça. Ouais, parce que malheureusement... moi, je mettrais une bonne petite pièce sur une grosse concurrence à l'attaque avec Henrique. Parce que je vois pas Vini céder sa place à Mbappé. Non, c'est mort. Donc, le seul endroit où je le vois, c'est le mettre en 9. D'ailleurs, je crois que c'est le numéro qu'il va porter sur son maillot. Oui, c'est ça. Oui. Et numéro 9 à temps plein au Real, il y a beaucoup d'exigences. Donc, il va falloir s'imposer très très vite. Et surtout que Mbappé, il vient pas comme le petit jeune... Là, ça fait très longtemps que les supporters du Real l'attendent, donc je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de patience pour lui. C'est ça. Et le problème pour lui est que... Enfin, le problème. C'est un grand mot de dire le problème. Mais son positionnement... Enfin, le débat, entre parenthèses, sur son positionnement aurait pu se poser en 2022, dans le sens où, à ce moment-là, Vinicius était quand même le Robin d'une superstar qui était Benzema à ce moment-là. Là, par contre, tu te dis, viens en 2022, avec ça, là, tu te dis, peut-être que là, le Real va dire, bon, Vinicius, tu vois, peut-être que, oui, tu es très fort, oui, tu progresses beaucoup, mais tu vois, là, t'as Mbappé, tu vois. T'as Mbappé. Mais le problème est que là, maintenant, Vinicius, il a pris une toute autre envergure. C'est devenu une superstar, en fait. C'est devenu une figure majeure du Real. Si ce n'est la figure majeure. Avec, après, tu mettras en deux Bellingham. Mais le problème, et là, c'est que c'est devenu la figure majeure. Donc, il a pris trop d'importance, que ce soit dans le jeu ou même... voilà, c'est vraiment... Et en plus, il a tellement progressé qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un de fiable en plus dans les moments chauds. Tu peux plus lui dire, ouais d'accord, t'as Mbappé qui arrive. Ok, c'est un grand joueur, Mbappé, un très grand joueur, parmi les meilleurs au monde. Ouais, mais moi aussi je fais partie des meilleurs au monde. C'est ça le problème, moi aussi. Et pourquoi je vais m'adapter à lui? Regarde, quand je suis devenu le boss, on m'a donné les clés. Parce que Benzema est parti. On a gagné ça. Lui, il a gagné la Ligue des Champions, non. Mais, pourquoi je m'adapterai? C'est à lui de s'adapter à nous, c'est pas moi. Et c'est pour ça, Cyrus, je te rejoins sur ça, parce que je me dis aussi, bon, Mbappé, il est plus à présenter, et on peut pas le nier, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Mais il y a quelque chose d'autre aussi qui va faire le bazar, je pense, dans le vestiaire madrilène. C'est les questions de ego. Pour moi, j'ai très peur de l'arrivée de Mbappé pour la stabilité de l'équipe madrilène. Parce que Mbappé, ce qu'il ramène derrière lui, c'est une grosse image de marketing aussi. Attention, ça sera un peu comme quand Cristiano était là, il prend la même ampleur, hein, je pense. J'allais faire le même parallèle, Greg. Et puis aussi, c'est si ce que j'ai lu dernièrement là, ces dernières heures là est vraiment vrai, le salaire de Mbappé, c'est pas ce qui a été annoncé. C'est-à-dire, il est plus élevé. Si c'est bien ce que j'ai lu,
C'est plus 15 millions, ça serait 50 et quelques millions. Oui, quand même. Ah oui, Oula. 50 millions, ça va. Parce que... C'est pour ça que je confirme pas, mais j'ai lu plusieurs infos sur ça. Et j'ai lu 57 millions. Et apparemment, ça serait le deuxième joueur le plus cher derrière Lionel Messi. C'est bizarre En Liga. parce que c'est pas... Enfin, de ce que j'ai vu, que ce soit la presse madrilène, voire même d'autres éléments, en termes de revenus, il toucherait un peu... Il est un peu plus que Vini et Bellingham, il serait un peu plus. En salaire, il serait autour de 15-20. Et après, il prendrait une grosse partie de ses droits à l'image. Ce qui ferait que... Après, c'est une projection qui a été faite. Hein. En termes de droits à l'image, ça représente peut-être autour de 20. Et il serait sur un salaire qui serait plutôt autour de 35-40 que de 57. Mais 37-40 parce que tu prends les droits à l'image, tu vois. C'est pas... Mais en termes de salaire... Je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'avais lu. C'est pour ça que je te dis grosse parenthèse. Et si ça devient ce que j'ai dit là, c'est incroyable. Et après, il va y avoir une histoire de concurrence. Je pense, je sais pas, t'es Vinicius, t'as apporté tout ce que t'as apporté là, dernièrement au Real. Et t'apprends qu'un joueur, il arrive et il explose le truc des salaires, ça va être très très chaud. Moi, je pense pas que ce soit vrai. Je pense pas que l'histoire des 50 millions est vraie. Ça, j'y crois pas. Après, que dans le futur, par contre, il batte, que soit lui ou Vinicius ou Bellingham, battent ce qui avait été donné à Ronaldo. Parce que au final, c'est Ronaldo qui a eu le plus gros salaire de l'histoire du Real, tu vois. Ça, je peux l'entendre, c'est possible. C'est fortement possible. Bellingham, il a 20 ans, Vinicius 23, Mbappé peut-être un peu moins, mais parce que je pense pas qu'il aura plus de prolongation que les deux, mais qui battent après ce qui a été versé à Cristiano. Ça, oui, je le pense que ça va se faire, mais pour le coup, j'ai vraiment pas lu d'endroit où il est indiqué que du moins Mbappé aurait un salaire aussi haut. Et surtout, ça serait étrange parce que, oui, Pérez, bon, on peut juger de son obstination par rapport à Mbappé, etc. Mais par contre, Pérez n'est pas un crétin. Enfin, il est pas bête au point de donner un salaire vertigineux à Mbappé. Et... ouais, après, moi, je mettrais avec des pincettes. Parce que les pages de foot, moi, je suis pas truc. Mais... pour le coup, je crois pas Pérez aussi bête de donner un tel écart, quel que soit le joueur, hein, de mettre un tel écart entre lui et le reste du groupe, j'y crois pas. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai vu passer cette info-là, mais j'y croirais pas du tout parce que ça serait tout sauf intelligent. Et oui, il peut faire des erreurs, etc. Mais cette erreur comme cela, là, aussi bête, en sachant que le salaire, tout le monde peut le savoir, tu vois. Qu'il ait une forte ou une énorme prime à la signature, c'est pas grave, ça. Ça, à la rigueur, voilà, c'est tes agents qui négocient, mais un tel salaire, moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Qu'il y ait une énorme prime à la signature, ça serait, je dirais, même plus choquant, parce qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert, donc bon, le joueur, il prend... je dirais, pour un joueur comme Mbappé, je dirais, c'est la limite normale. Logique, tu vois. Mais le salaire, ouais, ça me... Mais le salaire, je suis comme vous tous, hein, je suis un petit peu, je le prends beaucoup avec des pincettes, mais c'est vrai que je l'ai vu circuler sur 2-3 trucs. Si c'est vraiment vrai, de toute façon, on verra d'ici les prochains jours. Hein. Mais si c'est vraiment vrai, c'est juste incroyable. Et comme toi, j'espère que Pérez a été intelligent pour pas faire ça, parce que ça serait déjà lui dire c'est toi le patron de la maison. Hein. Et surtout, c'est un manque de respect auprès des autres joueurs. Et oui, Pérez, il peut trancher dans le vif, mais pourquoi il serait con au point de fragiliser le vestiaire à ce niveau-là, quoi? Il ne lui ferait pas ça. Enfin, qui gagne un peu plus à la rigueur, oui, c'est possible. Mais là, ben non, c'est pas possible. Il gagnerait 2 fois plus que Vini à ce moment-là. En fait, ce qui m'a, enfin, dans cette info là, moi ce que je me dis, c'est que j'ai toujours été surpris en sachant le salaire qu'il prenait au PSG
de venir signer au Real avec 3 fois moins. Donc c'est vrai que ce soir quand j'ai vu cette info, je me suis dit en fait c'était un truc caché, en fait ça sera vraiment ça son salaire. C'est pour ça que j'ai eu ce petit doute là. Mais je suis comme vous, voilà, j'attends de voir vraiment ce que c'est. De toute façon, on le saura. Hein. On le saura, comme tu dis, c'est pas ça se sait toujours. Mais voilà, pour le positionnement de Mbappé sur le Real, jouer en neuf, c'est aussi compter avec les futurs cracks qui vont percer. Et je vous dis, le petit Brésilien, là, on en entendra parler encore dans pas longtemps. Ouais. Puis de toute façon, on sait très bien que tous les matchs qu'Mbappé fera, il y aura toujours une mini polémique. Ils sont comme ça, tu vois, les Espagnols, pour des trucs bêtes, tu vois, El Chigenko, je sais pas quoi. On a vu Mbappé aller plus vers la droite, à la gauche. Est-ce qu'il empiète sur la zone de Vini? Je vois qu'il a fait 2 appels. Après, ça nous fait rigoler, tu vois, on aime bien suivre ces petits feuilletons-là, quoi. Oui, après, oui, c'est vrai que ils vont se régaler à ce niveau-là, tu vois, et à voir, hein. Après, en fait, je pense, pour le coup, vraiment, j'ai hâte de savoir quand même ce qu'il va faire, parce que, mine de rien, il aura une pression. Je sais pas après s'il est conscient de la pression qu'il va avoir là-bas, qui va être constante en plus, tu vois. Déjà, t'es un joueur, une star qui va au Real, t'as une très très grosse pression. Ce qui va être positif du coup pour Endrick, parce que ça va complètement éclipser le fait qu'Endrick vient. Ça va être bien pour Endrick, je trouve. Et donc il pourra venir se développer tranquillement. Parce que lui, pour le coup, Mbappé, il aura vraiment une pression maximale. Et je suis sûr, hein, les supporters, ils vont lui dire, nous, l'année prochaine, on veut le tripler. Parce que bon, on a gagné, on a fait 2 fois le doublé, on a fait 2 fois le doublé, maintenant, on veut le tripler, quoi. T'es là, on peut très bien envisager le championnat, coupe, Ligue des Champions, nous aussi, on a gagné 15 fois, on l'a pas fait. C'est bon, on peut le faire avec toi, non? On marche sur l'Europe, on peut. Mais de toute façon, c'est ça qui l'attend. Hein. Ils vont être exigeants, comme tu dis, à vouloir par exemple tripler. Mais après, pour un joueur comme Mbappé, honnêtement, je pense que la pression, c'est pas ça qui va l'arrêter. Le mec, il a déjà pris une Coupe du Monde très jeune. Il a été dans les plus hautes compétitions. Bon, même s'il l'a pas pris la Ligue des Champions avec Paris, mais c'est un homme des grands rendez-vous, Mbappé. Moi, franchement, je m'inquiète pas trop pour ça, mais comme tu dis, ça va être scruté, les moindres faits et gestes de Mbappé vont être scrutés. Et on va avoir la place à la Mbappé Mania après la CR7 Mania. C'est ça, exactement. Après, oui, la pression, c'est vrai qu'il l'a depuis un bon moment, c'est vrai. Après là, je dirais, pour moi, il va résister, il va faire le taf, hein, à Madrid. Hein. Moi, je le vois bien mettre ses 40 buts dans la saison. Ça, je m'en fais absolument pas là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons, je sais pas, on est en quart, demi, finale de Ligue des Champions. Tu vois, c'est des moments où là où tu vois, avec le PSG, il y a quand même eu des fois où il a été moins bon. Faut dire ce qui est, tu vois. Il a été moins bon. Et il a pas... Il a été... On lui a dit il a été dit qu'il a été mauvais, pas assez bon, etc. Le problème que si ça, par exemple, sa demi aller-retour contre Dortmund, sa finale en 2020 contre le Bayern, il fait ça avec le Real, il va en prendre pour le coup vraiment, mais alors vraiment plein la gueule, quoi. Et là, ils vont pas le lâcher, tu vois. Après, c'est logique, c'est le Real, mais ça va être pour eux doublement logique, parce que sans lui, ces erreurs-là n'existaient pas. Ces trucs-là, par exemple, quand c'était Vini, lui, il les avait, il les mettait, par exemple. Donc, ouais, ça va être très intéressant. Franchement, très intéressant de voir comment il va réagir, et surtout dans les moments clés. Parce que bon, en championnat, il va se régaler en Liga. Je m'en fais pas sur le fait qu'il va marcher sur la Liga. Mais
sur le fait des moments, franchement les moments clés en Ligue des Champions, j'attends vraiment de voir comment il va être. Ça va être super intéressant. Ça va être super intéressant à voir. Vraiment. Et quand même hâte hein, de voir la future recette du Real de Madrid pour l'année prochaine. Très hâte. Et je pense que avant de parler du dernier sujet qui est les barrages entre Saint-Étienne et Metz, on prendra une petite page de pub. A tout de suite. À tout de suite. Nous voici de retour pour la seconde partie de notre podcast. Et donc cette fois-ci, on parlera donc des barrages Ligue 1, Ligue 2 entre Saint-Étienne et le FC Metz. Double confrontation à rebondissement. Une fin heureuse, doublement heureuse pour l'un. Et je dirais pas une habitude, même si c'est pas la première fois que ça arrive. Une nouvelle descente pour une autre. Ceux qui ont regardé cette double confrontation, je vais pas dire mérité, pas mérité, mais que pensez-vous surtout? Je pense, oui, si vous voulez réagir concernant la double confrontation, bien évidemment, vous pouvez, mais surtout, comment imaginez-vous potentiellement le futur pour les deux équipes, Saint-Étienne et Metz, pour le coup? La parole. Alors, je vais prendre la parole parce que j'étais d'ailleurs avec Jeff jeudi au stade pour voir avec sur les écrans, sur les différents écrans géants qu'ils avaient mis au stade pour voir le match aller. Le match aller, j'étais déçu, mais j'étais déçu pas pendant... en fait, sur les deux matchs, j'ai été déçu à un certain moment du match, et à chaque fois, ça a été en fin de match. Le FC Metz a joué un match pendant une mi-temps et un match pendant 70 minutes. Le problème, c'est que Saint-Étienne s'est réveillé au moment, au pluriel, où il fallait. On a fait un très bon début de match jeudi. On encaisse malheureusement l'ouverture du score un petit peu contre le cours du jeu pour moi. On égalise assez rapidement et je me dis que là on peut faire quelque chose, et il y a vraiment pas mal d'occasions, pas mal d'actions où je me dis c'est bon, là Metz va passer devant pour finalement perdre 2-1 sur une erreur, une boulette, que ce soit de notre défenseur et capitaine ou que ce soit sur la sortie de Oukidja, parce que les deux ne se parlent pas, les deux essaient de prendre le ballon et les deux se plantent, ce qui permet à l'attaquant de Saint-Étienne de marquer, à Cardona, je crois. Et oui, c'est ça. Donc bon, je me dis tout ça pour ça. Et c'est pas le début de match hier qui m'a donné plus envie d'y croire, quand on voit qu'après à peine plus de 5 minutes de jeu, on est réduit à 11 contre 10. Évidemment, il y a faute, hein. Je ne remets pas pour une fois, je ne remets pas les décisions arbitrales en cause, parce que ce qu'il fait, le joueur messin, on voit qu'il ne veut pas vraiment blesser le Stéphanois, mais il va avec les crampons sur le genou, quoi. Donc c'est rouge direct tous les jours. Même si à la 6e minute, ouais, c'est comme ça, c'est rouge. À part quand c'est en finale de Coupe du Monde, tu t'appelles Nayel De Jong, quoi. Mais et pourtant, à 10 contre 11, mais c'est un super début de match. On en met 2 assez rapidement, dont un sur penalty. Sur le premier, ils essayent de voir tous les angles possibles, et si ce n'est pas possible d'annuler le but pour un hors-jeu.
mais sachant que le centreur est quasiment sur la ligne de but, je vois pas comment il pouvait être hors jeu. Parce qu'on avait récupéré le ballon, donc du coup Lamine Camara. Et c'était notre capitaine Matudol qui fait le centre. Sur le deuxième, c'est penalty transformé par le futur monégasque Georges Mikotadze. Et là, on commence à se dire, là, il y a moyen de faire quelque chose. Et Metz pousse. Et Metz a même à plusieurs occasions encore l'occasion de mettre le troisième. Et je pense que si on avait mis le troisième, jamais de la vie Saint-Étienne serait revenu. Mais le problème, c'est que le troisième, on l'a pas mis. Et juste avant la mi-temps, autour de la mi-temps, il y a Saint-Étienne qui réduit le score. Et là, je me suis dit, là, ça risque de puer en seconde période. Et ça a pué, mais en tout fin match. Vu qu'on a joué les prolongations, vu qu'il y avait 2-1 à Saint-Étienne et 2-1 du coup à Saint-Symphorien hier. On a joué les prolongations et à la 116e, 117e minute, ils ont égalisé. Ce qui voulait dire que sur les deux matchs, il y avait 3-2 pour Saint-Étienne. Mais j'en veux un petit peu aussi au coach du FC Metz d'avoir fait jouer certains joueurs qui étaient complètement cramés, de les faire jouer jusqu'à la 90e, 85e. Et on voit que sur les prolongations, le gardien de Metz, déjà se blesse, et il demande à plusieurs reprises de se faire remplacer, de se faire changer. Et Bologna, oui, je vais te remplacer, il envoie au début le remplaçant Marc-Aurèle Caillard s'échauffer, et après, voyons que Kika ne demande plus à se faire remplacer au bout de 2-3 fois, il dit, c'est bien, il reste sur le terrain, et à la 115e, on voit vraiment Kija qui à un moment reste à terre et quand il se relève, il fait le signe du changement, il avec les mains, pour dire vraiment non, là, je n'arrive plus. Et d'ailleurs, on voit sur le deuxième but de FC Metz, on voit que Kija n'arrive plus à reposer. On voit qu'il n'arrive plus à se détendre, à avoir la réaction qu'il faut pour dévier le ballon. On voit qu'il tombe juste encore dans son but parce qu'il est blessé, tout simplement. Et la Bologna était là. Je veux faire un changement de gardien. Mais, excuse-moi, mais trou du cul, on est à la 116e minute. Ça fait un quart d'heure que ton gardien te dit qu'il est blessé, qu'il veut sortir. Ça fait depuis le début de la prolongation quasiment qu'il est blessé. Et là, tu te réveilles. Bon, alors il fait, je vais faire rentrer un attaquant. Mec, on est à la 116e, c'est fini, fertige. Donc bon, fâché un petit peu sur le match. Bon, sachant que Metz a fait 9 fois sur 11 sur les 11 dernières années l'ascenseur, que ce soit pour monter ou pour descendre. J'ai bon espoir, on va dire entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de voir le FC Metz remonter la saison prochaine. Mais tant que on aura une direction, une cellule de recrutement qui ne veut pas se bouger le derrière, pour rester poli, ça sera comme ça, quoi. On sera une équipe de Ligue 1,5. On comptera uniquement sur Génération Foot pour sortir une ou deux stars. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a plus aucun joueur du coin qui sort de l'équipe. Parce que quand on regarde tous les mecs de Metz qui sont sortis ces derniers temps, on peut pas vraiment dire qu'il y en ait beaucoup qui soient du coin.
D'ailleurs, c'est la 11e fois que le SMS descend. Ouais, et la 9e fois sur 11 saisons. Donc bon, c'est vraiment la preuve qu'on est une équipe de Ligue 1,5. Donc quand je regarde, là j'ai l'effectif sous les yeux, j'ai Ditch qui est relativement du coin, j'ai Udol qui est relativement du coin, Atta qui est formé chez nous, bon, qui est de Rennes, qui est natif de Rennes, mais qui est quand même depuis quelques temps un FCMS, mais autrement, c'est plus que compliqué, quoi. Il y a Nico Tadze qui est post-formé, on peut dire, chez nous, parce qu'il vient de Lyon à la base, mais il a fini sa formation chez nous. Il est arrivé en U19. Enfin, même en comptant en U17, il était... Mais si on compte quand il est arrivé en deuxième année de U17. Mais comment il y a rien qui est formé à Metz, quoi. Et il n'y a personne du coin. Il n'y a presque pas de joueurs qui sont nés en Moselle, voire en Lorraine. T'as des petits parfois qui percent, qui pop. Ils vont jouer un match, ils vont jouer 2 matchs. Et il y a le petit Maïdi Ndouane aussi qui est né à Thionville, qui est aussi chez nous, mais autrement, c'est des mecs qui ne sont pas du coin. Et il y a, je pense, largement de quoi faire dans le bassin du Grand Est pour avoir des garçons qui sont du coin et qui sont aptes à jouer au football au FCMS. Il y a encore le petit Ndukidi qui a 19 ans mais qui n'a quand même que très peu joué. Mais bon, oui, Colin, c'est pas de chez nous. Van Kerkhoff, voilà. Traoré, Lo, c'est pas des mecs d'ici. Erel, c'est un mec, je crois, qui vient de région parisienne. Ukidja, c'est pas un de chez nous non plus, hein. C'est un mec qui venait de Strasbourg. Et encore, Strasbourg, ça va, c'est relativement, du coup, local. Il vient quand même du Grand Est, mais autrement, voilà. C'est bien beau de s'appuyer sur une Génération Foot. Il y a des pépites qui viennent de Génération Foot. La question n'est pas là. Mais il nous faudrait quand même de temps en temps des mecs qui viennent de Thionville, de Metz, du coin, tout simplement. Je pense qu'il y a un vivier assez important pour le faire. Et tant que les recruteurs messins n'iront plus voir dans les petites directions, dans les petites équipes, voir des matchs le week-end dans les étages inférieurs, ça risque de rester ainsi. Et voilà, ça m'embête tout simplement. Alors, je ne me reconnais plus dans cette équipe du FCMS. Qui a toujours été un grand melting pot. Un grand melting pot entre les locaux, que ça soit les locaux ou assimilent les locaux, les Castendutch, les Promans, les Aubragnac, et d'autres mecs qui venaient de un peu partout. Quand on regarde les Mamadou Niang, les Manuel Desbayor, les Miralem Pjanic, c'est quand même des mecs qui ont fait carrière après. Farid Mondragon, les gardiens, on a eu Mondragon, on a eu Songo comme super gardien. C'est quand même des mecs qui ont compté. Mais il y avait toujours à côté un Renoir, un Proman, un Letizy, même si Letizy est formé à Nice, mais bon, il est resté quand même pas mal de temps. Un Pires, toute la génération Gambardella, encore avec les Bousman, les Yenien Bakoto.
les frangins Sarr, toute la fratrie Sarr, avec Bouna, avec Isma Sarr, c'est des mecs quand même, ils ont quand même été formés à Metz. Et ça, c'est ce qu'il faut revoir à Metz. Après, pour Saint-Étienne, avec le nouvel investisseur Gazidis, je ne me fais pas de soucis pour eux. C'est une équipe qui mérite d'être en Ligue 1. C'est un club historique de la Ligue 1, donc tant mieux pour eux qu'ils soient là. Mais il faut restructurer à Metz. Il faut restructurer. Je pense que c'est le mot. Voilà, j'ai écrit mon laïus. Comme il dirait dans Mission Cléopâtre, fini. Est-ce que les autres avaient un mot à dire également? Non. Ouais, c'est vite fait. Après, voilà, Camille a tout dit sur Metz. Je rajouterai juste que j'ai été déçu de leur prestation jeudi. Plus surpris sur ce qu'ils ont fait hier. Ils ont été quand même réussi la grande performance d'être meilleurs à 10 qu'à 11. Donc voilà, chapeau à eux. Maintenant, concernant les Stéphanois, personnellement très content de leur retour en Ligue 1. Sur la saison complète en Ligue 2, je trouve que ça reste quand même mérité. Ils terminent 3e, donc à partir du moment où ils terminent 3e, pour moi, c'est mérité. Ils gagnent les barrages de Ligue 2. Donc voilà, à partir de là, pour moi, c'est mérité. Maintenant, le passage en Ligue 1 avec un nouvel investisseur, c'est certainement la meilleure chose qui pouvait leur arriver, parce que là, sans être méchant avec leur effectif, la moitié des joueurs, je pense qu'ils n'ont pas réellement de niveau Ligue 1. Donc il va falloir recruter. Et je pense qu'ils vont pouvoir garder Cardona. Ça reste quand même une bonne nouvelle. Mais il va falloir recruter. Pas forcément beaucoup de joueurs, mais sans doute à certains postes. Déjà, je pense que le poste de gardien, il n'y a pas besoin de recruter. Derrière, ça peut tenir la route. Au milieu, ça risque d'être compliqué. Et devant, hormis Cardona, il n'y a pas grand monde. Parce que celui qui marque le but de la montée, il avait pas joué, il a quasiment pas joué de la saison. Il a vécu un peu une saison de merde. Donc voilà. Mais c'est trop peu devant pour espérer quelque chose en Ligue 1. Maintenant, moi, comme l'a dit Camille, personnellement, je me fais pas de soucis pour eux. Je pense que ça se maintiendra. Alors, je pense que ça peut finir au moins dans le top 10. Maintenant, ouais, je me fais pas de soucis pour eux. Je suis très content pour eux. Avec mon club, perso, je préférerais être à leur place, hein. Parce que monter en Ligue 2, ça fait 2 ans qu'on y est, ça va faire une 3e année qu'on y est. Enfin, c'est vraiment on y est, hein, pour le coup. Mais voilà, le fait déjà de remonter en Ligue 1, d'avoir un investisseur qui arrive et pas un fossoyeur qui est en train de couler le club comme est en train de le faire Gérard Lopez. Voilà, personnellement, je suis très content pour eux qui savourent. Maintenant, on pourrait, Metz qui revient en Ligue 2, qui a quand même réussi la performance de monter et redescendre avant que Bordeaux ne remonte. Ça, c'est quand même très fort. Maintenant, voilà, l'année prochaine, on aura encore une Ligue 2 très, très ouverte. Des clubs, ça sera ouvert comme peut-être encore plus ouvert que cette année, parce que cette année,
pense, 3 favoris quand même qui sont montés, parce que Saint-Etienne, Angers et Auxerre, Auxerre, personnellement, je m'y attendais, et c'est pas pour le redire, mais je les avais mis champions en début de saison. Après, je me suis raté sur votre club, hein, ça arrive. Mais Angers, pour le coup, sur la saison aussi, c'est mérité. Saint-Etienne, c'est mérité. On perd trois gros clubs qui étaient cette année en Ligue 2, qui montent en Ligue 1. On reprend d'autres clubs qui ont malgré tout l'habitude de la Ligue 2, parce que Lorient et Clermont, c'est aussi des anciens pensionnaires de Ligue 2 qui étaient restés longtemps en Ligue 2, mais on va pas refaire leur parcours. Donc ça sera une nouvelle fois très ouvert. On rappellera qu'il y a les 2 premiers qui monteront, et je m'étais trompé il y a quelque temps en disant que seuls les 2 premiers montaient, mais au final non, parce qu'il y aura toujours cette histoire de barrage. Donc voilà, nous on espère repartir en Ligue 2, on en parlera sans doute plus tard, on espère repartir en Ligue 2, faire une bonne saison en Ligue 2, et puis vivre ce que les Stéphanois ont vécu cette année, et remonter en Ligue 1, et surtout se séparer de cette personne qui se revendique président et actionnaire des Girondins de Bordeaux. Si tu veux, nous on prend Gérard Lopez, on vous donne Bernard Serin à la place. Alors non. Enfin non, parce que je veux bien perdre Gérard Lopez. Tout Gérard Lopez qu'il est, tout ce qu'il a apporté. Il n'a pas apporté grand-chose. Hein. On peut dire qu'il a sauvé le club, oui. Mais faut voir comment la suite s'annonce avec lui depuis 2 ans. Donc non, perso, qui s'en aille, ça sera la meilleure des nouvelles. Maintenant, si c'est pour récupérer plus naze que lui derrière, personnellement, pour moi, c'est non. Parce que, en fait, Serin, c'est Lopez sans les sous. C'est ça un petit peu le problème. Serin, oui, vas-y. Non, c'est tout. J'avais un petit peu, j'avais juste envie de dire que c'était Lopez sans les sous. Donc, si tu veux en échange, il n'y a pas de souci. Pour le coup, ce que Serin fait, ce que fait Serin à Metz, j'aimerais bien que ce soit fait à Bordeaux, que ce soit Lopez ou un autre, parce que avoir un club, c'est un club partenaire que vous avez en Belgique, je crois, ou au Luxembourg, je sais plus. Non, oui, c'est un club satellite. Un club satellite. C'est un donc club satellite, ça là. Serin, le RFC Serin. Ouais. Ça reste dans le même nom. Mais pour le coup, ça, à la rigueur, ça pourrait être une bonne idée, même si je suis pas fan du truc. Mais des partenariats avec d'autres clubs, que ce soit en Afrique ou ailleurs, qui pourraient permettre d'avoir des meilleurs joueurs, à la rigueur, ça peut passer. Mais non, sauf que Lopez à Bordeaux, il est là pour faire de l'argent, et puis pour le coup, il n'y arrive pas. Donc voilà, non, ça fait quand même plusieurs mois que je demande déjà qu'on ait des nouvelles sur ce qui va se passer dans 15 jours, parce qu'on passe devant la DNCG dans 15 jours. On ne sait pas ce qu'il veut faire, on n'a pas d'infos, donc il parle pas. Donc voilà, mais ouais, non, c'est qu'il fasse ce qu'il faut pour maintenir le club en Ligue 2. Mais à la rigueur, ça c'est pareil, qu'on ait un investisseur. Ce truc, ça fait 6 mois qu'on en parle, ça fait 6 mois qu'on voit rien venir. Maintenant qu'on reparte en Ligue 2, qu'on se donne vraiment les moyens de repartir en Ligue 2 avec des nouveaux joueurs. Parce qu'il faut pas se leurrer, certains vont partir. Donc voilà, maintenant c'est tout ce que je demande, mais c'était pas forcément le sujet du soir. Mais repartir en Ligue 2, faire ce qu'il faut pour remonter en Ligue 1,
et surtout se séparer de Gérard Lopez à l'été 2025. Mais c'était pas le sujet, comme j'ai dit. Je dirais que Alexis n'est pas serein pour Lopez. Non, clairement. Voilà, merci. Mais joli mot. Et pour terminer sur le RFC Serein, donc le partenaire qui est un petit peu le club, comment dire, satellite du FC Metz, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs qui viennent soit de Génération Foot, donc le club de Dakar, soit directement du FC Metz, des équipes du jeune du FC Metz. Donc oui, c'est vraiment notre équipe réserve entre guillemets. Donc et pourtant, il n'y a pas grand chose quand même où on peut se dire ça c'est bien. Là ça devient quelque chose. Ah non, en fait, c'est dommage. C'est dommage parce que on sort parfois des garçons comme des Elisor, des trucs comme ça. Et on te dit, wow, le mec, il est génial. Il a mis 11 buts en première division belge. Et t'es là, non, en fait, non, c'est juste pas bon, quoi. Le mec, il a eu 6 mois où il a un petit peu mis les pieds devant l'autre, quoi. Mais le seul vraiment qu'on a eu qui a fait une bonne performance à Serein, c'était Miko Tadze. Miko Tadze avec Serein, il était bon, mais voilà, il était bon aussi en France. Et pour un Miko Tadze, on a combien de mecs qui sont plus que moyens, pour rester poli. Ouais, juste pour parler un petit peu de ce qui est du partenariat entre Serein et le FC Metz, vu qu'on en parlait. Autrement, de quoi voulez-vous encore parler, mes amis? Il me semble que Grégory voulait parler de la situation de Sergio Conceição, qui est un peu compliqué, qui pourrait... Elle est un petit peu... les derniers jours ont été un petit peu compliqués du côté du FC Porto, avec la situation, comme on avait parlé de Conceição et de la venue de André Villas-Boas à la présidence du club. Les deux personnages s'entendent pas du tout, apparemment, ils feront entre eux. Donc du coup, Villas-Boas n'a pas fait de cadeau à Conceição comme c'était prévu. De toute façon, je pense que Conceição, il savait à quoi s'en tenir avec la nommée de Villas-Boas à la présidence. Donc c'est tombé ce soir. Conceição n'est plus aux commandes du FC Porto. Les derniers jours, là, ça a été très compliqué parce que il y a eu une réunion aujourd'hui d'organiser avec le club. Mais avant cette réunion, dans la semaine, il y a eu plein de rebondissements au club parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Villas-Boas tentait de convaincre l'entraîneur adjoint de Conceição qui est au club depuis 13 ans. Il est adjoint depuis 13 ans au FC Porto. Il a tenté de le convaincre de prendre les commandes du FC Porto. Et tout ça dans le dos de Sergio Conceição. Donc je vous laisse imaginer un petit peu Conceição comment il l'a pris. Il l'a pris comme clairement comme une trahison, quoi. Ce que son entraîneur adjoint a toujours dit à Conceição qu'il ne serait jamais entraîneur de l'équipe première et qu'il deviendrait entraîneur que si une offre de l'étranger arrivait. Et donc, du coup, il s'est senti un petit peu trahi par son adjoint Victor Bruno.
Et de là, toute la semaine, il y a eu des déclarations du staff technique, de plusieurs éléments du club qui ont dit ce qu'ils avaient à dire via des réseaux, via des interviews, tout ça. Le club a tout de suite fait comment dire, une communication en disant qu'il allait avoir des sanctions disciplinaires contre tous les gens qui ont accordé des interviews et qui ont parlé en mal du club suite à ce problème. Et donc là, du coup, ce soir, il y avait une réunion d'organisée, comme je vous disais, dans la région de l'Algarve entre Conceição et Villas-Boas. Et les deux parties ont envoyé leurs avocats respectifs, ils n'ont pas voulu se rencontrer. Et il semblerait qu'un accord a été trouvé ce soir, donc que Sergio Conceição donc laisse les commandes du club. Et ça serait normalement, si rien ne change, ça serait bien Victor Bueno qui prendrait la tête du club, de l'équipe. Donc voilà. Après, sur Porto, qu'est-ce que je pourrais dire, les dernières infos les derniers mouvements qu'il y a, tout le monde se pose la question comment va réagir son fils. Parce que son fils, c'est une figure emblématique du club, il a fait une très bonne saison. Et Francisco Conceição, il a été acheté, donc du coup, au mois d'avril, ça a été confirmé parce qu'il revenait de l'Ajax. Il avait une option d'achat que le FC Porto a levée de 10 millions. Et ils l'ont signé donc jusqu'en 2029. Donc normalement, voilà, on n'a pas de souci sur ce côté-là, sauf que il s'agit de son papa, ça a été très très mouvementé, ça a fait les grosses unes de tous les journaux au Portugal. Donc on va voir comment il va réagir. Bon, je pense qu'il est concentré pour l'Euro, mais je pense qu'il ne doit pas être non plus aveugle sur ce qui se passe concernant son père et toutes les critiques qu'il y a eu et toutes les choses qu'il y a eu sur son père. Donc j'espère qu'il n'y aura rien par rapport à Francisco Conceição, qui restera bien avec nous la prochaine saison. Je pense que ça sera très compliqué de le faire sortir, mais bon, voilà, on reste attentif à ça. Et côté rumeur mercato, on a Alan Varela, qui est arrivé en 2023, donc l'année dernière, du Boca Junior. C'est un petit Argentin de 22 ans, et Porto l'a acheté 8 millions, il me semble. Là, il a une clause à 70 millions. C'est un milieu défensif. Et Liverpool serait sur son dossier, puisqu'il serait à la recherche d'un milieu défensif. Donc je pense que ça va être le petit feuilleton du FC Porto de cet été. Et de part et d'autre, dans le staff technique, il y a l'entraîneur de l'équipe B aussi qui a démissionné. En fait, tout l'entourage de Conceição commence à partir, quoi. Donc je pense que de grands mouvements cet été, enfin jusqu'à cet été là, ça va être mouvementé du côté du FC Porto. On va voir en voie directe, on voit vraiment l'installation de Villas-Boas au sein du club. Il y a eu d'autres choses aussi, tout l'entourage de l'ancien président Pinto da Costa, tout son entourage comme l'ex-entraîneur, l'ex-gardien Victor Baia et d'autres membres du staff technique de l'entourage de Pinto da Costa, ils ont été interdits d'entrée de stade gratuite. Maintenant, ils devront payer leur place comme tout le monde. Donc on voit que Villas-Boas fait son petit ménage autour du FC Porto et s'installe dans son siège de président. Donc voilà pour l'actualité du FC Porto. Et sinon, je sais pas si c'est le sujet, mais comme je vous disais, il y a la finale de l'Euro des U17 avec une petite équipe portugaise assez sympathique, d'ailleurs comme l'équipe italienne. Et les deux se retrouvent en finale mercredi avec justement notre petit jeune de 16 ans, Moura, qui ça a été confirmé qu'il débutera la saison avec les A la prochaine saison.
Voilà pour moi. Top. Et donc, le petit Moura, là, il vient d'où, du coup? Le petit Moura, c'est un petit du FC Porto. Il a 16 ans et là, la saison qui arrive, là, il va débuter avec les A. Et c'est quoi comme poste? C'est un milieu. C'est un milieu et honnêtement, il est vraiment au-dessus du lot là. Avec l'équipe du Portugal. Il est vraiment au-dessus du lot avec l'équipe du Portugal. Là, leur dernier match avec la Serbie, ils perdaient 2-0 à la mi-temps. Ils sont remontés à 2-1 à la 63e à peu près. Et Moura a égalisé à la 80 et quelques minutes. Et ils sont partis à 3-2 dans les dernières minutes, à la 93e, je crois, il me semble. Bien. Ils sont qualifiés pour la finale. Avec la petite belle équipe italienne aussi qui a fait un bon parcours d'ailleurs. Ils ont fait 5 matchs, 5 victoires. Exactement. Ça nous montre qu'il y a des petits jeunes de part et d'autre qui vont prendre les commandes bientôt et ça fait plaisir à voir. C'est pas des matchs suivis comme les équipes A, bien sûr, les U17, hein, et le public, c'est pas tout à fait ça. Hein. Les stades, ils sont presque vides, mais ça fait plaisir à voir. J'aime bien, un amateur de foot, j'aime bien voir ces matchs-là. Moi, les deux que je connais dans cette équipe, c'est Lontani parce que il est chez les jeunes de la Juve et Camarda dont Jeff nous a déjà plusieurs fois parlé. Mais autrement, je dois dire que je ne connais... Vraiment un petit prodige et c'est aussi un match que je pense aussi regarder parce que il y a certains jeunes de Milan qui sont dans la squadra et parce que Porto, vu ce que tu nous en as raconté, ça donne envie de suivre le match, je trouve. Je sais pas si j'ai mal prononcé son nom, parce que c'est vrai que c'est un joueur que je découvre. Hein. C'est Rodrigo Mora. Mora, ah oui, d'accord, mais écoute, pourquoi pas, il faudra voir ce qu'il donne. Mais vu le début de compétition qu'ils ont fait, ça a été confirmé du côté du FC Porto, comme quoi ils démarraient la prochaine saison avec l'équipe A. Donc on va voir ce que ça va donner, un petit jeune de 16 ans, ça fait toujours plaisir. On verra ça mais avec grande impatience. Un petit mot supplémentaire à dire concernant l'actualité? Ou concernant l'actualité... l'actualité en général, tu parles? Oui. Je voulais peut-être juste revenir encore un petit peu sur la liste des JO. Oui. Parler un petit peu des mecs qui ont été pris. Il y a certains noms que je suis content de voir, d'autres que je suis un peu plus étonné de voir, mais comme Battistel, je ne pensais pas par exemple que le Bayern allait le lâcher. C'est pas que je pensais pas qu'il avait pas le niveau, c'est que je pensais pas qu'il allait le lâcher. Je pensais d'ailleurs qu'il y avait pas beaucoup des joueurs des gros clubs entre guillemets qui allaient pouvoir y aller, comme la Casette par exemple, comme Enzo Mio de Stuttgart, comme Zaïre Emery du PSG. Mais il y a une très belle équipe, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette équipe-là. Entre les gardiens qu'on a, comme Lucas Chevalier ou Guillaume Rest, en défense, on a aussi du très bon, du très solide entre Diakité, entre Loukeba, entre Sildia, entre Truffert, entre Lignoro. À la rigueur, c'est presque au milieu de terrain que je nous trouve qu'un cas. Et pourtant, on a du Désiré Doué, on a du Manu Koné, on a du Mio, on a du Kefren Turam, on a du Warren Zaïre Emery, on a une des révélations de la saison en Ligue 1 à Cliouche.
Et devant, on a du Barcola, on a du Lacazette, on a du Olise qui a fait une superbe demi-saison avec Palace. On a du Matistel. Franchement, moi, je la vois au moins aller en demi-finale d'Euro, quoi, s'il bouge le derrière. Autant pour les derniers JO, on avait une équipe qui était sympa, mais on savait pas trop quoi en penser. Mais là, franchement, avec l'effectif qu'ils ont, s'ils allaient pas très loin, pour moi, ça serait une faute professionnelle, clairement. En tout cas, vu les noms vu les saisons qu'ils ont fait, pour beaucoup d'entre eux, faut se bouger le derrière, quoi, et faut faire amende honorable, au moins. Je ne leur demanderai pas de remporter l'Euro, mais il faut faire au moins amende honorable. Alors, c'est une liste, c'est encore temporaire, parce que, regarde, là, en soi, il les a sélectionnés, mais le PSG a bien dit que il n'a pas donné en soi, le PSG n'a pas dit oui pour Zahir Emery et Barcola, mais en soi, ils sont techniquement encore sélectionnables, tu vois. Lille a bien dit qu'en soi, ils veulent... après, je pense pas qu'ils aient fait un communiqué officiel, mais du moins, ce qui se dit du côté de Lille, c'est que ils veulent avoir leurs joueurs pour le tour préliminaire de la C1. Donc, normalement, Yoro, Chevalier, voilà. Désiré Doué, c'est possible qu'il parte. Ah, s'il est toujours à Lille, déjà, Yoro. Hein? S'il est toujours à Lille, c'est ça, exactement. En plus, s'il est toujours à Lille. Pour l'instant, on parle au moment du 3 juin 2024, Yoro est encore lillois. C'est ça. Il est sous contrat avec Lille. Donc bon, pour l'instant... Si on parle de Doué, c'est possible qu'il ne soit pas là. Qu'il soit plus là, du moins. Kefren Turam, c'est possible qu'il soit plus là aussi également. Donc, et Matistel, rien ne dit que le Bayern a donné son approbation encore. On ne sait pas. Puisqu'il a encore jusqu'au mois de juillet pour pouvoir donner sa liste définitive. C'est pour ça qu'au tout début, quand j'ai indiqué qu'on allait parler de ça, j'ai préféré dire vraiment une pré-liste. Parce que je pense, malheureusement, qu'il va pas avoir de cadeau de beaucoup d'équipes françaises. Après, peut-être qu'il va réussir à en avoir certains. Mais entre ceux qui sont dans une situation contractuelle où ils seront peut-être pas là, même Lacazette, là, on ne sait absolument pas s'il va être encore à Lyon. Donc, peut-être qu'il sera plus là et que son nouveau club dira non, on veut pas. Enfin, on sait pas. Pour le coup, c'est vrai que cette équipe-là, elle a fière allure, mais d'ici au mois de juillet, on ne sait absolument pas ce qui peut arriver, s'ils auront cet effectif, éventuellement les plans B, C, D d'Henry en cas de défection des joueurs. Là, en plus, il me semble qu'il n'a pas mis 3 joueurs depuis 23 ans, si je me trompe pas. Il n'y a que Lacazette. Lacazette et Mateta. Ah, Lacazette et Mateta. Ah, Mateta. J'avais pas vu l'âge qu'il avait. Mais... Mateta, il a, je sais pas, 25, 26, chose comme ça, au moins. Même Olysée, autant Olysée, s'il est encore à Palace, je pense que ce sera... Palace pourrait potentiellement le laisser, mais Olysée, malheureusement, malheureusement, dans la finalité, Olysée est pisté par de gros clubs. Est-ce qu'il sera lui aussi encore là? On ne sait pas. En tout cas, Palace. Il pourrait, si son prochain club lui dit non, enfin, on ne sait pas, mais bon, à voir ce que ça va donner. Par contre, il y a une info qui m'a quand même étonné, c'est que le Barça s'inquiète de Koubarsi et un autre joueur barcelonais qui serait susceptible de pouvoir jouer les JO. Mais j'ai pas compris pourquoi ils s'inquiètent, puisque c'est eux qui ont le contrôle si le joueur veut aller aux JO ou pas.
Ben, c'est une bonne question parce que ils se disent peut-être, j'aimerais qu'il reste, mais si le joueur veut y aller, il va tout faire pour y aller, et puis ça va faire du remue-ménage. Oui, mais il a pas. Oui, il peut tout faire. Mais à la fin, c'est le club qui décide. Si le club te dit non, tu peux rien faire. Oui. Mais à ce moment-là, t'as un mec qui tire la gueule tout le temps, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Mais il y a la jurisprudence Pedri. Là est le problème. Et puis tu es d'accord sur le fait que faire jouer 70 matchs à un jeune joueur, c'est complètement cramé. Mais il faut pas non plus je pense qu'il faut trouver tout simplement un juste milieu. Je pense que les dirigeants des clubs et les dirigeants des sélections sont des mecs qui sont beaucoup plus à même que nous, simples kidam, de juger tout simplement si un joueur peut faire quelque chose ou pas. Je pense qu'ils ont beaucoup plus d'outils que nous, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de réseaux. Et s'ils le font, c'est qu'il y a des raisons. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a des raisons aussi. Bien sûr. Après, que les deux apportent, bien évidemment. Après, il faudrait aussi voir leur temps de jeu en A aussi, c'est ça. S'ils font pas un long, l'Espagne ne fait pas un long Euro, ouais, la question peut se poser sur le fait de les voir faire les JO. Après, par contre, que le Barça soit quand même conscient, s'il les laisse faire, hein, que le Barça soit quand même derrière eux à également voilà. Je crois qu'ils ne font pas la Coupe du Monde des clubs, je crois, en 2025, le Barça, si je ne me trompe pas. Mais que le Barça fasse le nécessaire derrière en termes de récupération physique pour eux, qu'ils les fassent démarrer peut-être un peu plus tard, prennent des bonnes vacances, qu'ils reviennent les batteries pleines et qu'ils ne reviennent pas précipitamment en les faisant rejouer vite parce que éventuellement urgence de résultats, besoin d'eux. Non, dans ce cas-là, si tu acceptes t'acceptes qu'ils jouent les JO et qu'ils reviennent plus tard, ben tu adaptes en conséquence avec eux et tu ne fais pas en sorte de les considérer comme un joueur qui avait en fait toutes ces semaines de vacances et qui a fait le nécessaire, quoi. Non, c'est laisse-les avoir le repos qu'ils méritent, que leur corps se régénère correctement et qu'ensuite ils redémarrent la saison tranquillement. S'ils leur laissent faire ça, hein, bien sûr. Parce que bon, faudrait pas qu'il y ait encore cela. Mais d'ailleurs, en parlant du FC Barcelone, j'aimerais vraiment pas, je m'en fous en soi parce que je suis pas supporter du Barça ou quoi, mais pour le coup, la vie d'un supporter du FC Barcelone doit être vraiment compliquée. Te dire que tes dirigeants ont fait n'importe quoi dans, on va dire, les presque 10 dernières années, que ce soit Sandro Rosell, où on oublie beaucoup qu'il a quand même magouillé dans divers transferts, notamment celui de Neymar, Bartomeu qui a fait n'importe quoi en termes de gestion de club. Après, qu'on vienne me dire oui, mais le niveau de Messi faisait... Tu peux me dire ce que tu veux sur le terrain. En tant que gestionnaire, il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi en termes de gestion. Et Laporta qui a voulu, entre parenthèses, enfin qui a essayé de limiter la casse, bien qu'en soi, il a hypothéqué des revenus du Barça sur les prochaines années. Je sais concrètement ce qu'il a fait. Pour avoir un effectif, entre parenthèses, viable aujourd'hui. Et d'un autre côté, tu vois ton rival, il a entamé sa transformation. Il a un effectif globalement avec des stars jeunes, un effectif globalement jeune. Le nouveau stade est prêt. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Ils ont de l'argent. Ils gagnent. Tout va bien pour eux. Franchement, il y a de quoi avoir les boules. Parce qu'en plus, le pire, c'est que cette situation va durer plusieurs années. Comme l'a dit Xavi, hein, il
pas bête pour le coup. On peut pas dire à Xavi qu'il aime pas le Barça. Enfin, bien sûr qu'il aime ce club, mais il est quand même un minimum lucide. Il est quand même lucide dans le sens où il sait que son club va vivre des moments difficiles et que en gros il va pas leur verser de la poudre aux yeux en leur disant ouais mais non on va être au même niveau du Real et tout, etc. Parce que c'est pas vrai. En soi ils ont une puissance financière que tu ne vas pas avoir. Ils ont bien moins de problèmes financiers que toi. Là bon courage les fans du Barça. Après c'est comme ça, hein. Il y a des cycles, il y a des moments et des cycles où tu es tu gagnes même énormément parce que bon, mine de rien, le Barça a gagné quasiment la moitié de ses ligas. Sur cette génération là, entre parenthèses, la génération de Messi, etc., a gagné la moitié des ligas du Barça, a gagné 4 des 5 Ligues des Champions du Barça. Enfin, une bonne partie du palmarès du Barça s'est fait sur les 15 dernières années. Donc, bien que le Barça avait quand même des victoires avant. Attention, on va pas aussi exagérer, mais une bonne partie de leur palmarès s'est fait sur les 15 à 20 dernières années. Et voilà, ça a été une période faste pour le club. C'est compréhensible qu'à un moment, il y a une période de vache maigre. Il y a d'autres outsiders qui prennent leur lait, etc. Enfin, c'est comme ça, c'est le foot. Il y a des moments où tu es le plus fort, ou des moments où ça va un peu moins bien, par tes décisions, ou parce qu'il y a une équipe qui se révèle. Donc, le tout, c'est d'accepter cette situation-là et de ne pas faire en sorte comme si le Barça, en fait, ça a été que les années de la génération Messi et que le Barça a toujours été comme ça. Parce que non, le Barça n'a pas toujours été comme ça. La preuve, leur première Ligue des Champions, il la gagne il y a 32 ans. Au final. Pas avant. Donc, bon courage à eux. Mais bon. Bon courage. Mais bon. Comme tu dis. C'est ça. Voilà. C'était tout pour ma part. J'ai pas d'autres éléments à ajouter. Comme disait ce bon vieux Forrest Gump, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. C'est cela, exactement. Sur ce, s'il n'y a pas d'éléments à ajouter, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée à tous. À présent... Une agréable fin de journée et de soirée. Exact. Le football de club pour la saison 2023-2024 est officiellement terminé et on va se tourner vers le haut. C'est ça, place aux sélections à présent, dont on se fera le plaisir de parler d'elles semaine après semaine jusqu'au début des compétitions et également on parlera aussi des JO puisque ayant lieu en France, logique de parler de ski à domicile. Sur ce, une agréable fin de soirée et bonne semaine de foot à tous. Ciao. Bonne semaine. Salut. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, La Table Ronde, sur Twitter, La Table Ronde 777, sur Instagram, La Table Ronde, 2 fois tiré du 8.